Je m'appelle Claire Morel, j'ai 30 ans et je travaille comme assistante comptable dans une entreprise ici, à Toulouse. C'est un métier qui demande beaucoup de concentration, de patience et surtout de savoir gérer la pression. Et croyez-moi, s'il y a une chose que j'ai apprise ces dernières années, c'est que le travail au bureau était encore plus facile que de gérer ma propre famille. Pendant longtemps, j'ai cru que la bonne chose à faire était d'aider, même quand on ne me le demandait pas gentiment, même quand tout retombait sur mes épaules, comme si c'était mon devoir. Depuis que j'ai commencé à gagner mon propre salaire, c'est devenu presque automatique. Je payais les factures de la maison quand elles étaient en retard. Je donnais de l'argent à ma sœur quand elle disait qu'elle était dans le rouge. Je réglais des problèmes avec la banque, les cartes de crédit, le loyer, et tout ça sans que personne ne me demande si j'allais bien. J'étais toujours celle qui arrangeait tout. Au début, je n'y réfléchissais même pas. Je le faisais. C'est tout. Parce que dans ma tête, être l'aînée, ça voulait dire prendre soin des autres. Être présente, aider, être forte. Et puis, sans t'en rendre compte, tu glisses dans ce rôle. Quand tu ouvres les yeux, tu es déjà devenu le pilier de la famille, sans jamais l'avoir choisi. Et le pire, c'est que personne ne le reconnaît. On dirait juste que c'est ton devoir. Et le jour où tu ne le fais pas, les jugements commencent. Les reproches pleuvent. C'est comme ça qu'a débuté mon histoire de rupture avec eux. Il y a 7 mois, j'ai quitté la maison de mes parents. Pas de dispute, pas de cris, pas de scène dramatique. J'ai simplement rassemblé mes affaires, dit que je partais pour quelques jours, et je ne suis jamais revenue. Personne ne m'a demandé où j'allais. Personne ne m'a retenue. Et je me souviens que ça m'a fait plus mal que s'ils m'avaient enchassée. Parce qu'au fond, j'ai réalisé que je n'étais pas aimée pour qui j'étais, mais pour ce que je faisais. Ma sœur, Aline, a 27 ans. Elle a changé de boulot 6 fois en 3 ans. À une époque, elle a essayé de vendre des bijoux artisanaux, puis de lancer une boutique en ligne. Ensuite, elle a suivi une formation de maquillage. Rien n'a jamais marché. Et pourtant, elle était l'entrepreneuse de la famille, celle avec des idées, du cran. Moi, j'étais juste celle qui payait les factures quand elle ne vendait rien. Mes parents suivaient le même schéma. Mon père a eu un problème de dos il y a quelques années et, depuis, il n'a plus jamais travaillé comme avant. Il restait à la maison, bricolait un peu par-ci, par-là. Ma mère était aide cuisinière, mais avec le temps, elle a réduit ses heures. Et devinez qui ils appelaient dès qu'une facture était trop lourde, qu'il y avait un rendez-vous médical ou qu'il fallait réparer le frigo. Mais ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas l'argent. C'était leur façon de parler. Comme si c'était normal que je prenne tout en charge. Ils ne demandaient jamais si je pouvais, si je voulais, si j'étais fatiguée. Tout était tellement automatique, comme si mon travail n'existait que pour faire tourner leur maison. Et petit à petit, ça m'a usée. Ça m'a vidée. Ça m'a éteinte. J'ai commencé à réaliser que je n'avais plus de vie à moi. Mes projets étaient tous en pause, parce que je devais toujours résoudre les problèmes de quelqu'un d'autre. Je rêvais de faire un master, d'économiser pour voyager, de changer ma vieille voiture. Mais tout ça s'effaçait à chaque fois que mon père m'envoyait un message. Ma fille, les réparations du toit ont coûté plus cher que prévu. À un moment, je ne regardais même plus mon compte en banque. Je savais qu'il y avait de l'argent, mais il n'était pas à moi. C'était comme si je le gardais juste en attendant la prochaine crise familiale. Et elle arrivait toujours. Sans faute. Une succession d'urgences sans fin. La goutte d'eau, c'est quand j'ai commencé à économiser pour louer mon propre appartement. Un petit coin rien qu'à moi, près de mon travail, où personne ne me demanderait rien. J'étais tellement heureuse. Pour la première fois, quelque chose allait être à moi. Mais le lendemain, quand j'en ai parlé à ma mère, elle m'a sorti une phrase que je n'oublierai jamais. Louer un appartement toute seule, Claire, on dirait que t'as été rejetée par quelqu'un. Je n'ai rien répondu. J'ai juste ravalé ma salive. Mais à cet instant, quelque chose en moi a basculé. J'ai compris que quoi que je fasse, je ne serai jamais assez. On ne me verrait jamais comme quelqu'un qui a le droit de vivre pour soi. Je serai toujours une extension de la maison. Une pièce utile tant qu'elle fonctionne pour eux. Alors, je suis partie. Pas par colère, mais avec une fatigue que les mots ne peuvent pas expliquer. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Après avoir quitté la maison de mes parents, je suis allée directement dans un petit studio que j'ai pu louer grâce à l'aide d'une collègue de travail. C'était simple, mais pour la première fois, tout était à moi. Plus personne ne m'appelait pour une facture en retard. Plus personne ne me demandait de faire un virement en promettant de me rembourser le mois prochain. Il n'y avait que moi, et le silence de cet endroit m'a enveloppée d'une façon dont j'ignorais avoir besoin. Les premiers jours, j'étais un peu perdue. On s'habitue tellement à vivre la vie des autres que quand on a enfin la sienne, ça fait bizarre. Je me réveillais sans message de demande, sans appels urgents. Ça laissait un vide. Mais un vide apaisant, un espace propre où je pouvais enfin respirer. Mais ça n'a pas duré longtemps. D'abord, ma mère m'a envoyé un message disant que le gaz avait été coupé, puis mon père, pour un examen médical à payer. Aline est revenue à la charge pour son loyer d'atelier, qui ne rapportait presque rien. Je n'ai répondu à aucun de ces messages. Ils ont insisté pendant des jours. Ils disaient que j'étais froide, que j'abandonnais la famille, que j'avais changé. Mais vous savez ce qui est drôle? Pendant toutes ces années où je me tuais à tout faire tenir debout,
Personne ne s'est soucié de savoir si j'allais bien, si je mangeais correctement, si j'avais des projets, si j'étais épuisée. Quand je payais, j'étais la forte. Quand j'ai arrêté, je suis devenue égoïste. Un jour m'a particulièrement marquée. Je venais de recevoir mon salaire et j'étais heureuse, car j'allais enfin pouvoir mettre de côté pour la première fois en des mois. Puis mon père a appelé. Il a dit que sa voiture était encore en panne et qu'il lui fallait 1 000 € pour la réparer. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit que je ne pouvais pas aider cette fois. Le silence de l'autre côté du fil était pire qu'un cri. Puis, d'une voix glaciale, il a dit « Je pensais que t'étais différente ». J'ai raccroché et j'ai pleuré. Pas à cause de ces mots, mais parce que j'ai réalisé qu'il ne me voyait que comme un portefeuille. Rien d'autre. Malgré tout, j'ai tenu bon. J'ai commencé à organiser ma vie petit à petit. J'ai repris des études, suivi un cours en ligne, changé de téléphone, renouvelé quelques vêtements que je portais depuis des années. Chaque petite chose était une victoire. Ça peut sembler insignifiant, mais pour moi, c'était immense. Mais au fil des mois, les reproches ont changé de ton. Ils ne demandaient plus d'aide. Ils l'exigeaient. Ma mère m'a envoyé un message disant que j'avais une obligation morale d'aider parce que j'étais la fille qui réussissait. Aline postait des pics sur les réseaux sociaux à propos des sœurs ingrates. Mon père m'appelait depuis d'autres numéros parce que j'avais bloqué le sien. Et moi, je restais ferme. Mais chaque message me blessait. Pas parce que je pensais qu'ils avaient raison, mais parce qu'il était dur d'accepter que les gens qu'on aime le plus puissent vous utiliser. Et pire, vous faire sentir coupable de dire non. Puis est arrivé le pire. Un jour, ma mère m'a appelé depuis le numéro d'une voisine et m'a dit qu'ils allaient perdre la maison. Que la banque avait envoyé une lettre. Que si je n'aidais pas, ils seraient expulsés. J'étais sous le choc. C'était la maison où j'avais grandi, celle de mes souvenirs d'enfance, de mes anniversaires, de tout. Même en sachant que je ne devais pas, mon cœur s'est serré. Et j'ai demandé « Combien manque-t-il » Elle m'a dit qu'il fallait environ 1 100 € par mois, pendant 4 ou 5 mois. Juste le temps qu'ils se remettent sur pied. Et contre tout ce que je m'étais promis, j'ai accepté. J'ai annulé la rénovation de ma salle de bain. J'ai annulé un voyage que je planifiais depuis longtemps. Et j'ai commencé à payer le prêt de leur maison. J'envoyais l'argent chaque mois, sans retard. J'envoyais les reçus. Je prévenais par message. Et savez-vous ce que j'ai reçu en retour? Rien. Pas un merci. Pas une question pour savoir si j'arrivais à joindre les deux bouts. Pas une tentative de réduire le montant. Au contraire. Au bout d'un moment, ils ont commencé à demander plus. Ils disaient que l'électricité était devenue trop chère, que le toit avait besoin de réparation. Kaline voulait reprendre des études et avait besoin d'aide pour les frais d'inscription. Et encore une fois, j'étais là. À tout payer. En silence. À tout encaisser. Comme toujours. Je sais que cette histoire peut sembler absurde pour ceux qui n'ont jamais vécu ça. Mais peut-être que vous, qui m'écoutez, vous comprenez. Peut-être que vous avez déjà été la personne vers qui tout le monde se tourne en cas de besoin, mais que personne ne remarque quand tout va bien. Si c'est votre cas, j'aimerais vraiment que vous laissiez un commentaire ci-dessous. Racontez-moi si vous avez vécu quelque chose de similaire ou si cette histoire vous rappelle quelqu'un. Et s'il vous plaît, si cette histoire résonne en vous, si elle vous touche d'une manière ou d'une autre, abonnez-vous à la chaîne. En vous abonnant, vous aidez cet espace à continuer d'exister. Et vous aidez d'autres personnes à trouver du courage aussi. Des mois ont passé. Je continuais à payer les mensualités de la maison de mes parents, sans retard, sans faillir. Au début, j'avais encore l'espoir qu'au moins une fois, ils reconnaîtraient mes efforts. Mais ça n'est jamais arrivé. En fait, on aurait dit que plus je faisais, plus ils pensaient que j'étais obligée. Un jour, ma mère m'a envoyé un message pour demander de l'argent afin de réparer le lave-linge. J'ai répondu que je ne pouvais pas ce mois-là, que j'avais des dépenses personnelles. Et elle m'a juste répondu « Bah, pourtant, t'as toujours trouvé un moyen. » Ça m'a figé. Comment ça? Toujours trouver un moyen? Ce n'était pas un compliment. C'était une exigence. Comme si elle disait « Ta vie m'importe peu, règle mon problème. » Je commençais à me sentir minuscule. Comme si mes efforts ne valaient rien. Je regardais mon compte en banque et je me demandais « Comment en suis-je arrivée là? » J'avais un bon salaire, un bon boulot, mais je ne pouvais même pas faire des projets d'avenir simples. C'était comme si mon salaire avait une adresse fixe. La maison de mes parents. Et j'étais épuisée. Épuisée de porter tout le monde, de tout payer, d'être vue uniquement comme un distributeur de billets. C'est là que j'ai pris une décision. J'ai commencé à tout noter. Chaque virement, chaque montant, chaque date. Pas pour leur réclamer quoi que ce soit, mais pour moi. Je voulais être sûre que je n'exagérais pas, que tout ce que je ressentais était réel. Et plus je notais, plus j'étais choquée. En moins d'1 an, j'avais envoyé plus de 10 000 €. Sans compter les petites aides par-ci par-là, dont je ne me souvenais même plus. C'était énorme. De l'argent qui aurait pu changer ma vie, mais qui avait disparu, sans aucun retour. Pendant ce temps, ma sœur restait sans emploi, toujours avec un nouveau projet qui ne marchait jamais. Et quand je disais qu'elle devait se bouger, ma mère répondait qu'elle traversait une phase. Moi, je n'avais jamais eu droit à une phase. Depuis mes 19 ans, je travaillais. Depuis toujours, j'étais celle qui assurait.
Mais pour Aline, il y avait toujours une excuse. Un samedi, après une semaine éprouvante au boulot, j'ai décidé de passer chez mes parents avec des courses. J'avais acheté des légumes, de la viande, des produits ménagers, comme avant. C'était plus par habitude que par envie, mais j'y suis allée. En arrivant, personne ne m'a vraiment accueillie. Ma mère m'a parlé sur un ton sérieux. Mon père m'a à peine adressé la parole. Et Aline était sur le canapé, sur son téléphone, comme si je n'existais pas. Quand j'ai posé les sacs dans la cuisine, ma mère m'a regardée et m'a dit « Claire, ce que tu envoies ne suffit plus. Il faut qu'on parle d'augmenter la somme. » J'étais sans voix. Pas un « merci » pour les courses. Pas un « comment vas-tu ?» Juste une nouvelle exigence. Encore. J'ai pris une grande inspiration et j'ai demandé « augmenter ?» Je paye déjà la mensualité de la maison. J'ai aidé pour le toit. J'ai payé les médicaments de papa. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Mon père est apparu à la porte du salon et a dit « Tu vis seul. T'as un bon salaire. » Pendant ce temps, nous, on galère. Je n'ai pas su quoi répondre sur le coup. J'avais envie de partir en courant. Comme si tout ce que j'avais fait jusque-là n'avait aucune valeur. Comme si j'étais obligée de subvenir aux besoins de tout le monde. Juste parce que je allais bien. Et comme si ça ne suffisait pas, Aline s'est levée du canapé et a dit avec un calme exaspérant « Tu aides parce que tu veux. Personne ne t'oblige. » C'était comme recevoir une gifle. Comment ça? Personne ne m'oblige. Toute cette culpabilité qu'on me faisait porter, ces messages désespérés, ces appels en pleurs, et elle ose dire que j'aide parce que je veux. Ma mère s'est agacée de mon air choqué et a lâché « Si c'est si lourd pour toi, Claire, peut-être que tu devrais arrêter de venir. On se débrouillera. » Là, j'ai compris. Ils avaient déjà décidé. Je n'étais plus la bienvenue. J'étais utile tant que je servais. Dès que j'ai commencé à poser des questions, je suis devenue gênante. J'ai regardé la table pleine de courses. Je n'ai rien dit. J'ai tout laissé là, intact. J'ai tourné les talons et je suis partie. Mon cœur battait la chamade, ma tête tournait. Mais une chose était claire comme jamais. Je devais me sortir de cette histoire. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Sur le chemin du retour, je me suis arrêtée dans une station-service. J'ai pris une grande inspiration et j'ai bloqué tous leurs numéros sur mon téléphone. Après ce jour, tout est devenu silencieux. Un silence qui, au début, me faisait peur, mais qui s'est vite transformé en soulagement. Plus de messages réclamant de l'argent, plus d'appels en plein boulot, plus de reproches déguisés en inquiétude. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai commencé à sentir que j'avais le contrôle de ma vie. Pour la première fois, je me réveillais en ne pensant qu'à moi. Mon compte en banque, qui était toujours au bord du rouge, a commencé à se redresser. J'ai réussi à épargner pendant 2 mois d'affilée. J'ai pu m'inscrire à ce cours de spécialisation que je repoussais depuis des années à cause des problèmes familiaux. J'ai enfin changé de téléphone sans culpabilité. Et surtout, j'ai commencé à mieux dormir, sans ce poids sur la poitrine, sans peur de regarder mon téléphone le matin. Je sais que ça peut sembler banal pour beaucoup, mais pour moi, c'était tout nouveau. Je redécouvrais ce que c'était de vivre sans être constamment disponible pour les autres. Et ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de la survie. Mais bien sûr, le silence n'a pas duré. Au bout du 3e mois, ma mère a trouvé un autre numéro et m'a écrit « Claire, ton père va mal à nouveau. On essaie de tout régler, mais la banque nous met la pression. S'il te plaît, parle-nous. » J'ai lu, j'ai respiré, et j'ai laissé le message là. Je ne l'ai pas répondu. Je savais ce qui suivrait, et ce n'était pas de l'inquiétude. C'était encore une dette déguisée en urgence. Mon père m'a envoyé un message vocal, puis ma sœur. Tous sur le même refrain. « T'as changé? Tu nous tournes le dos? Tu vas nous laisser perdre la maison? » La culpabilité frappait à la porte, oui. Mais cette fois, je ne l'ai pas laissé entrer. Parce qu'au fond, je savais que si je revenais, tout recommencerait. Les exigences, les manipulations, l'épuisement. Alors, j'ai tenu bon. Je me suis concentrée sur mon travail, mes projets, mes petits progrès. Et la vie a commencé à avancer. Je ne ressentais plus cette oppression constante. J'ai recommencé à sortir avec mes amis. J'ai fait un petit voyage à la campagne. J'ai pris goût à marcher dans le parc, écouter de la musique, lire des livres que j'avais laissés de côté depuis des années. Des choses simples, mais qui me faisaient me sentir vivante à nouveau. Quelques semaines plus tard, en sortant du travail, j'ai reçu une notification par email. C'était une relance bancaire, mais pas à mon nom. C'était une dette au nom de mon père, envoyée à l'adresse de la maison où j'avais grandi. Ça m'a figée, pas à cause du montant, mais parce que ça m'a fait tilt. Et si l'argent que j'avais envoyé ces derniers mois n'avait pas vraiment servi à sauver la maison? En rentrant, j'avais ça en tête. Je suis allée directement sur mon ordinateur et j'ai accédé au site de la banque avec les identifiants que j'avais encore de l'époque où je faisais les paiements. J'ai regardé l'extrait de compte. Et ce que j'ai découvert m'a coupé le souffle. Le dernier paiement de l'hypothèque remontait à presque 4 mois avant que j'arrête d'aider. En d'autres termes, les 3 derniers virements que j'avais faits n'avaient servi à rien. Ou plutôt, ils avaient été utilisés pour autre chose, mais pas pour sauver la maison, comme il me l'avertit. Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. Je repensais aux messages de ma mère disant qu'ils avaient peur de tout perdre, aux audios d'Aline parlant d'une situation urgente, tout ça pendant que l'argent que j'envoyais
disparaissait sans explication. J'ai ressenti un mélange de colère et de tristesse indescriptible, comme s'il m'avait non seulement utilisé, mais aussi menti effrontément. Le lendemain, j'ai appelé la banque en me faisant passer pour une ancienne responsable des paiements de la maison. L'employé a confirmé que la dette était en recouvrement spécial. Aucune mensualité n'avait été payée depuis 8 mois. Le montant total dépassait les 7 000 €. En raccrochant, je me suis assise par terre dans mon salon, incapable de réfléchir. J'avais envoyé de l'argent pendant les 3 premiers mois de cette période. Et rien n'avait été utilisé pour ça. La question qui tournait en boucle dans ma tête était « Où est passé cet argent? Ils ne l'ont pas utilisé pour la maison. Ils n'ont pas payé de dette. Ils n'ont rien réparé. Et personne ne m'a rien dit. C'est moi qui ai dû chercher. C'est moi qui ai découvert toute seule. Et là, j'ai compris. Ils n'ont jamais pensé que je découvrirais. Ils n'ont jamais cru que j'arrêterais d'envoyer. Et même si je le faisais, leur plan était de me culpabiliser, de me traiter d'ingrate, de froide, d'égoïste. Ça m'a brisé de l'intérieur. Parce qu'une chose est de dépendre de quelqu'un. Une autre est de le tromper, d'exploiter son effort, d'exploiter son cœur, et de le faire se sentir mal pour vouloir se protéger. Ce soir-là, j'ai failli appeler. J'ai failli envoyer un message. J'ai failli demander « Qu'avez-vous fait de l'argent ?» Mais je ne l'ai pas fait. Je connaissais déjà la réponse. Et je savais que, même si je posais la question, il mentirait, comme il l'avait toujours fait. Alors, j'ai pris une grande inspiration et j'ai essayé de me concentrer sur ce qui m'attendait. Les jours suivants, les appels ont commencé. Ma mère, mon père, Aline. Tous insistaient pour que je leur parle. Je les ai ignorés. Pas parce que je ne ressentais plus rien, mais parce que je savais que si je les écoutais, je céderais à nouveau. Et cette fois, je ne pouvais pas. Cette fois, je devais me choisir. L'insistance s'est transformée en désespoir. Des messages disant que j'étais cruelle, que la banque les harcelait, que la maison allait être saisie. Et comme toujours, la culpabilité. Tu vas laisser ta famille dans la rue? Tu dors tranquille en sachant que tu peux aider et que tu ne le fais pas? J'ai supprimé chacun de ces messages. Pas en les ignorant, mais en décidant que je ne me laisserais plus manipuler. Je me regardais dans le miroir et je me répétais « Tu as fait ce que tu pouvais. Tu as essayé de toutes les manières possibles. Tu es allé au-delà de ce que quiconque ferait. » Et c'était vrai. J'avais donné de l'argent, du temps, de l'attention, de la paix. En retour, j'avais eu des reproches, du silence et des mensonges. À ce stade, je ne pleurais plus. J'étais tellement épuisée que même les larmes ne venaient plus. C'était comme si j'étais vide. Une semaine plus tard, je revenais du supermarché quand mon téléphone a sonné. C'était le numéro de la maison de mes parents. Je n'allais pas répondre, mais quelque chose en moi m'a dit « Aujourd'hui, tu vas écouter. » Alors, j'ai pris une grande inspiration et j'ai décroché. C'était mon père. Sa voix était basse, traînante. Il a dit « Claire, je sais que tu as découvert. » J'ai gardé le silence. Il a continué. « On a merdé. J'aurais dû t'en parler. Mais c'était le chaos. Ta mère était désespérée, Aline aussi. On a utilisé l'argent pour autre chose. » J'ai demandé d'une voix ferme, autre chose comme quoi. Et là, la réponse que j'attendais est arrivée. On a payé de vieilles dettes. Et Aline? Elle a suivi une nouvelle formation. Elle voulait relancer son projet. On pensait que si elle se stabilisait, tout s'arrangerait. À cet instant, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Ce n'était pas de la colère. C'était de la lassitude. Toujours la même histoire. Les mêmes promesses. Les mêmes erreurs. Les mêmes excuses. Ils ont pris l'argent que j'envoyais pour sauver la maison et l'ont utilisé pour donner une énième chance à quelqu'un qui n'a jamais changé. J'ai dit « Papa, je ne suis pas une banque. Je ne fais pas de miracle. Et je ne suis pas votre solution. » Il est resté silencieux. Puis il a tenté de dire qu'il rembourserait, qu'il trouverait un moyen. Mais je l'ai coupé. Vous n'avez jamais rien remboursé. Vous ne remerciez même pas. Vous attendez, c'est tout. Ça a toujours été comme ça. Il a essayé d'insister, mais j'ai demandé à parler à ma mère. Quand elle a pris le téléphone, la première chose qu'elle a dite, c'est « Claire, je sais que tu es blessée, mais on est une famille. Et une famille, ça s'entraide. » J'ai pris une grande inspiration. J'avais entendu cette phrase tellement de fois. Mais maintenant, elle ne me touchait plus comme avant. J'ai répondu « Oui, une famille s'entraide. Mais une famille respecte aussi. Et ce que vous avez fait, ce n'était pas du respect. C'était de l'abus. Vous m'avez utilisé. Vous m'avez vidé. Et vous avez menti. » Elle s'est mise à pleurer au téléphone. Elle a dit qu'elle ne savait pas que ça en était arrivé là, qu'elle pensait que j'allais bien, que je gérais. Et j'ai répondu, sans crier, avec fermeté, « Gérer jusqu'à quand? Jusqu'à ce que je n'ai plus rien? Jusqu'à ce que j'oublie qui je suis? » Elle n'a pas répondu. Et dans ce silence, j'ai compris que rien de ce que je dirais ne changerait leur façon de voir les choses. Dans leur esprit, je serais toujours la fille qui doit gérer, qui doit résoudre, qui doit céder. C'est alors qu'Aline a pris le téléphone. Elle m'a parlé sur ce ton agacé. « T'as toujours aimé jouer la parfaite, mais au fond, t'es juste froide et calculatrice.
Tu sais pas ce que c'est, se sacrifier pour quelqu'un. J'ai ri, parce que c'était tellement absurde d'entendre ça de la part de quelqu'un que j'avais porté à bout de bras toute sa vie. J'ai juste dit, le sacrifice, c'est ce que j'ai fait pendant des années. Ce que vous avez fait, vous, c'est vous habituer au confort de mes efforts. Elle a soufflé de l'autre côté et a raccroché. Ce fut la dernière fois que j'ai entendu sa voix. J'ai raccroché, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie en paix, parce que je savais que j'avais dit tout ce que j'avais à dire, que je ne devais plus rien, que j'avais essayé, et qu'il était temps d'avancer, de fermer cette porte. Je suis rentrée chez moi et je me suis assise sur le canapé. J'ai pris mon carnet de notes et j'ai rayé la dernière ligne de la dernière transfert que j'avais fait, la dernière dette émotionnelle que je portais. Les mois ont passé, la vie s'est arrangée. J'ai continué à travailler, j'ai terminé mon cours de spécialisation et j'ai commencé à épargner pour de vrai. J'ai pu rénover mon appartement à mon goût, tranquillement, en choisissant chaque détail. Et chaque victoire, même petite, me rappelait que j'avais fait le bon choix. Me éloigner de ma famille n'a pas été facile, mais c'était nécessaire. La sensation de vivre en paix, de dormir sans crainte de recevoir un message réclamant de l'argent, de se réveiller sans ce poids sur les épaules, ça n'a pas de prix. Pour la première fois, tout ce que je construisais m'appartenait. Et j'ai commencé à apprécier ma propre compagnie, à aimer le silence, à aimer la liberté de ne pas avoir à me justifier. Je pense encore à eux, bien sûr. Parfois, j'entends une chanson que ma mère aimait, je passe devant un endroit où nous allions ensemble, je tombe sur un souvenir d'enfance, mais ça ne fait plus mal comme avant. Aujourd'hui, je regarde ça avec distance, avec la certitude que j'ai fait ce qui était juste pour moi, et avec une forme d'amour différente. Un amour qui a appris à exister avec des limites. Ils ont encore essayé de me contacter, par email, sur les réseaux sociaux. Ils ont même envoyé des messages par des cousins éloignés, mais je n'ai plus répondu. J'avais déjà tout dit. Et j'ai appris que quand on parle clairement et qu'on n'est pas écouté, le silence est la réponse la plus puissante. Aujourd'hui, je ne garde pas de rancune, mais je n'ai plus de place pour ceux qui ne viennent que lorsqu'ils ont besoin. On apprend, parfois de la manière la plus dure, que l'amour sans respect devient un fardeau, et que donner trop sans rien recevoir en retour, ce n'est pas de la générosité. C'est de l'abandon de soi. J'ai appris à dire non. J'ai appris à fermer la porte. J'ai appris qu'on doit aussi se protéger de ceux qui se disent « famille », mais qui ne savent que prendre. Et peut-être que c'est ma plus grande victoire. Partagez vos pensées dans les commentaires. Dites-moi si cette histoire vous rappelle une période de votre vie ou si vous avez dû vous éloigner de quelqu'un pour trouver la paix. Qu'avez-vous appris de cette expérience? Comment avez-vous géré cette douleur? Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. On se retrouve pour la prochaine histoire.